Allô, on y va? C'est bon? Merci. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir pour notre nouvelle séance sur l'accompagnement. Comment structurer une offre d'accompagnement locale proposant un puissant effet de levier pour faire grandir les entrepreneurs. Nous allons faire en sorte avec Nora Wabi de mener une conversation avec nos 4 invités. Monsieur Papamadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide, donc la DER, au Sénégal. Madame Fadiba Kene, entrepreneurship directeur de ES Partners en Côte d'Ivoire. Madame Blandine Gamblin, Head of Trade and Finance, Société Générale, Paris. Et Patrick Kouassi, fondateur et directeur de Swan Factory. Donc dans le sujet d'aujourd'hui, il y a 2 mots qui sont importants, c'est structurer et effet de levier. Donc on va essayer de développer le débat sur ces 2 termes pour comment structurer l'accompagnement. Sur l'accompagnement, c'est la clé de voûte, c'est les racines de l'arbre pour commencer à avancer et accompagner l'entrepreneur de sa phase de création, même avant création et quand il grandit, à chaque étape. Nous voyons bien qu'en Afrique, c'est un continent de l'entrepreneuriat, mais en même temps, on voit des structures d'accompagnement dans tous les pays, mais avec beaucoup d'hétérogénéité en termes de maturité, en termes de propositions. Et malgré toutes ces structures, il n'y a pas encore vraiment d'effet de levier sur un pays, un tel ou un tel. Donc on va essayer collectivement, avec vous, de voir comment on pourrait structurer l'accompagnement et vraiment développer un effet de levier. Peut-être pour la première question, je vais laisser la parole à Nora. Très bien, merci Vincent. Effectivement, donc aujourd'hui, on va essayer de dresser d'abord un diagnostic, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne un peu moins. Et ma première question s'adresse à Monsieur le Ministre, Monsieur Papamadou Sarr. Vous laissez la parole. On aimerait aujourd'hui... Honneur aux dames. Ok, très bien, parfait. J'adresse donc du coup ma question à Madame Blandine Gamblin. Aujourd'hui, on aimerait avoir à votre avis sur les carences qu'il existe autour des structures d'accompagnement. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne leur permettent pas d'être adaptés aux besoins des entrepreneurs, de manière générale? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui me permet de partager avec vous, en effet, la démarche de Société Générale pour accompagner les PME et les TPE en local dans nos pays où nous sommes présents, puisque nous sommes présents dans 17 pays. L'une des grandes initiatives que nous avons créées dans le cadre de notre projet Grow with Africa, c'est la création en fait de maisons de la PME. Nous avons à ce jour 8 maisons de la PME situées majoritairement en Afrique francophone, bientôt au Mozambique, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Burkina. Et ces maisons en fait, de la PME sont un très grand levier pour accompagner nos clients et non-clients pour les aider à grandir et à devenir ce qu'on appelle dans notre jargon à être solvable et à devenir bancable. Donc ces PME sont invitées en fait à se rendre dans ces maisons où il va y avoir énormément de formations, d'interventions, donc de cabinets d'audit, notamment avec Mazars, bien sûr BPI France et Proparco, des cabinets de fiscalité. Donc ces maisons sont amenées à faire grandir en fait les PME et les TPE. Très bien, je vous remercie. Et donc, pour tracer encore le tableau de l'état des lieux, Madame Fadiba Kene, avec le cabinet ES Partners, vous avez une très bonne connaissance dans différents pays. Que diriez-vous de manière transversale sur les pays? Merci beaucoup, merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est de la conquête. Donc,
Ce que je voudrais dire, c'est que je pense que déjà dans la plupart des pays, on voit la conquête est en cours, elle est en marche. On voit de plus en plus d'effets pour supporter les entrepreneurs, notamment les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs débutants. Donc, on voit ce que la DER fait au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'initiatives avec Swan Factory, avec l'incubateur de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et on voit ça dans la plupart des pays où nous, on opère, où on va. Mais le point, c'est de différencier les entrepreneurs par type. Nous avons les entrepreneurs qui débutent et nous avons les entrepreneurs qui deviennent des PME, qui atteignent un certain stade. Et c'est là, en fait, que le bas blesse, selon nous. C'est-à-dire que la Société Générale a mentionné cette très belle initiative d'avoir la maison de la PME. Et malheureusement, ça reste assez insuffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 200 000 PME. C'est 98% du secteur privé. Et ça, c'est absolument valable sur tout le continent. Combien d'initiatives il y a au total qui touchent directement ces PME? Très, très peu. On a beaucoup d'incubateurs, on a beaucoup d'accompagnement de jeunes qui débutent ou de porteurs de projets, mais des initiatives autour des PME, il y en a peu. Et pourquoi? Parce qu'accompagner une PME, c'est du temps, c'est énormément de temps. Nous, on a lancé des initiatives depuis 2018 en ce sens-là, avec Mastercard Foundation, la coopération des États-Unis, un peu partout sur le continent. Pour vous donner un exemple, on a pris une PME qui faisait à peu près un chiffre d'affaires de 500 000 euros. En 1 an et demi, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2 et on est passé de 8 employés déclarés à 49. Donc, pour vous donner l'impact que ça peut créer. Mais pour arriver à ça, on a dû mobiliser un expert d'une vingtaine d'années d'expérience en management réussi de business agribusiness qui allait passer 1 à 2 jours par semaine dans ces entreprises. Donc, imaginez le coût d'une ressource de cette expérience et de cette expertise, 1 à 2 jours par semaine pendant 1 an et demi, pour les aider à recruter, pour former, pour faire la stratégie, le plan opérationnel, pour revoir toute la structuration financière, pour optimiser la trésorerie. 1 jour et demi. Donc, la question aujourd'hui, c'est de trouver le temps, les ressources, les compétences, l'expertise pour fournir cet accompagnement aux PME. Souligner temps, compétences, ressources, c'est les 3 mots-clés. Je vais donner la parole à Monsieur le Ministre pour également prolonger ce tableau de l'état des lieux avec votre très bonne expérience, le développement de l'ADER et votre vision. C'est quoi la fragilité de l'accompagnement actuellement dans différents pays en Afrique de l'Ouest? Alors, merci Vincent de l'invitation. Et pour compléter ce qu'a dit Blandine et Fadima, on s'inscrit dans la même lancée. Aujourd'hui, les PME, les TPE ou le secteur informel sont les entrepreneurs qui ont le plus besoin d'accompagnement. Au-delà du financement que nous faisons le mieux, nous sommes une structure qui finance les startups, les PME en dette, en garantie, en prise de participation à tous les niveaux et surtout pour les startups en amorçage, en seed et de plus en plus vers des financements type série A. Et ce qui manquait et que nous avons compris, et depuis l'année dernière, nous avons mis en place un budget dédié, presque 30% des ressources pour l'accompagnement technique, la formalisation, la formation, le renforcement des capacités, tout ce que Fadima vient de dire, des ingénieurs agronomes qui accompagnent les agripreneurs, des ingénieurs dans le secteur de l'élevage, dans les transports, logistique, le numérique. Nous avons un partenariat aussi avec Mastercard Foundation de 10 millions de dollars qui permet justement de mettre en place un programme qu'on appelle Seeds, comme les graines, pour accompagner les PME, les startups dès l'idéation, dès la partie incubation et aussi à travers les universités. Mais surtout focaliser sur les sciences et les technologies, les mathématiques, l'informatique, et essayer d'aider ces jeunes développeurs, codeurs, à accompagner ces dynamiques entrepreneuriales pour pouvoir digitaliser tous les processus et toutes les procédures. De la partie accompagnement technique, un exemple concret, les femmes qui sont dans le traitement de la savonnerie, de l'eau de javel, de la transformation de produits halieutiques dans les îles du Saloum, par exemple, nous les formons, nous les coachons à avoir des meilleures techniques de production, mais aussi à avoir des meilleures techniques culturelles. Et enfin, la partie comptabilité. Blandine l'a dit tout à l'heure, il y a un cabinet sénégalais qui est là, qui est NCAC, avec qui nous travaillons, et d'autres structures pour pouvoir essayer d'aider les PME
à avoir une comptabilité, ne serait-ce que. Et après, pour ceux qui sont un peu plus avancés, d'avoir des états financiers certifiés et pour pouvoir avoir accès au financement bancaire et pouvoir se projeter de l'avant. Donc c'est tout un package, financement, accompagnement, accès au marché. Et nous le faisons à travers des espaces dédiés. Au-delà de l'ADER, nous avons l'Agence de développement des PME, l'ADPME, qui est au Sénégal aussi, qui a un rôle essentiel, non financier, d'accompagnement de ces PME et ces startups. Et nous travaillons ensemble comme un guichet unique du financement de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Et pour creuser le sujet, comment mieux structurer une offre, je vais donner la parole à Patrick Ouassi. Il y a la formation de l'accompagnement. Mais est-ce que l'accompagnement, c'est pas aussi mettre l'entrepreneur en relation avec la bonne personne ou avec le bon partenaire? Merci. Donc, je pense, je vais rajouter peut-être un additif sur la première question que vous avez posée. Je pense que déjà, il y a 2 points qu'il faut qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types d'entrepreneurs. Ça, c'est hyper important de comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a un déficit d'encadrement, c'est qu'on a une masse d'entrepreneurs qui ne sont pas qualifiés pour être entrepreneurs. C'est un peu comme le permis de conduire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une hyper industrialisation de notre continent. C'est arrivé, hein, ça nous est tombé comme ça sur la tête. Et Monsieur Sarr, en fait, hein, c'est le modèle d'une frustration que moi j'ai en tant qu'Ivoirien. Parce que voilà, ils nous ont damé le pion, ils ont fait quelque chose que nous, on n'a pas réussi à faire, pourtant on a les moyens. Et donc, on va travailler ensemble, c'est lui et moi. Oui, mais je suis quand même jaloux. Je suis quand même jaloux. Côte d'Ivoire, Sénégal, on est comme ça. Donc je disais, en fait, on a des entrepreneurs qui n'ont pas le permis d'entreprendre, en fait. Et on pousse, et c'est quelque chose même qui me fait peur, et je redis en public, on pousse beaucoup de gens vers l'entrepreneuriat sans qu'ils y soient préparés. C'est qu'on dit, devenez entrepreneur, et ensuite on va vous accompagner. C'est un problème. C'est un problème. Je prends le domaine bancaire. Quand je viens demander un prêt dans une banque, j'ai un CDI, en tout cas, je sais montrer patte blanche. On parle de solvabilité d'une entreprise. C'est important, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui a déjà de l'activité. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a déjà un gap entre le volume d'entreprises qui réussissent et l'accompagnement qui va, etc., c'est qu'on a mis sur le marché de l'entrepreneuriat des personnes qui ne sont pas prêtes à l'être. Parce qu'il y a un effet de mode. Donc déjà, c'est un des premiers problèmes qu'on a avec les structures d'encadrement. Parce qu'on envoie des élèves qui ne viennent pas apprendre. Il n'y a pas entrepreneur qui veut. Oui, ou qui peut, surtout. Qui peut. Parce que les prédispositions ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Deuxième chose, c'est que les structures d'accompagnement, c'est comme dans l'enseignement. Moi, je considère qu'on devrait avoir une homologation pour toutes les structures d'accompagnement, donc avec un quitus de l'État, avec des partenaires privés, je ne sais pas, un consortium qui dit cette structure est habilitée à délivrer la formation d'accompagnement pour que les gens puissent accompagner. Moi, j'ai créé un incubateur par frustration. C'est-à-dire que je voulais investir dans des entreprises, mais toutes les entreprises ou les TPE innovantes, parce qu'encore une fois, je considère qu'on n'a pas de start-up en vrai en Afrique, on est trop petit. Bref, on en parlera après. Je n'ai pas trouvé de start-up dans lesquelles mettre de l'argent. Parce que pour pouvoir critiquer mon État, je devais, moi, déjà donner l'exemple. Je vais dire, moi, j'investis. Si moi, en tant que particulier, je peux le faire, c'est que mon gouvernement peut le faire, c'est que les entreprises peuvent le faire. Et je ne trouvais aucune entreprise dérisquée. C'est très, très difficile d'en trouver. Et donc, je me suis dit, je vais les envoyer dans les organismes d'accompagnement. Et quand on les envoie vers les organismes d'accompagnement, vous vous rendez compte qu'elles sont même pilotées par des gens qui n'ont jamais entrepris. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on prend 2 aveugles et on dit, tiens, ça va faire un mec qui voit. Ça ne marche pas. 2 personnes analphabètes, ça ne fait pas un mec lettré. Ce n'est pas un effet de masse. On peut multiplier 200 fois des structures d'accompagnement. Si la nature des gens qui accompagnent n'est pas orientée vers l'entrepreneuriat, qui n'a pas l'expérience du succès ou de l'échec, on n'y arrivera pas. Voilà. Vous touchez à un point essentiel, et justement pour structurer cette offre, est-ce que ce n'est pas à travailler déjà sur ces structures d'accompagnement pour qu'elles aient un mode opératoire similaire, des pratiques, des méthodes, des cahiers des charges tout à fait. Et homologués? C'est ce que je disais par l'homologation. Je pense qu'en fait, toutes ces initiatives-là devraient avoir un quitus, encore une fois, je pense, de l'État, qui est censé être l'organisme neutre, peut-être même travailler au niveau de l'UMOA, de la CEDEAO, pour dire, voilà, voici les critères qu'un organisme d'accompagnement doit avoir, voici les statistiques qu'elle doit promouvoir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers des structures sans même savoir le passif de succès des structures. Absolument. On se demande, mais moi, je pose toujours la question quand je vais voir l'incubateur, vous avez sorti quoi? 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 Vous
Ici, on a station F, on peut dire, bah, j'ai sorti Litchi, j'ai sorti, je sais pas, Blablacar, etc. Chez nous, on n'a pas de statistiques. On ne sait pas combien de personnes ont été formées, combien d'organismes ont été accompagnés, combien d'argent a été dépassé, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une épuration qu'on doit faire, hein, mais ce n'est pas juste en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est sur toute la zone d'Afrique francophone, parce que j'insiste, hein, on est les réalités du Ghana et du Nigeria, je pense que monsieur le ministre est assez d'accord avec nous, ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a vraiment besoin de cette homologation et cette standardisation de l'accompagnement. Et l'accompagnement n'est pas le même pour une PME qui existe que pour une start-up, que pour un auto-entrepreneur, pour un commerçant informel, etc. Donc on doit avoir plusieurs diplômes, je pense. Par rapport à ce sujet de l'homologation des structures d'accompagnement et de votre expérience dans différents pays, que pensez-vous? Merci beaucoup. Bon, déjà, je suis complètement alignée avec lui. Je pense que ce qu'il décrit, c'est vraiment nous ce qu'on voit. On voit énormément de personnes venir vers nous alors qu'elles n'ont même pas ce que nous on appellerait l'état d'esprit pour entreprendre. Maintenant, en termes d'homologation, je pense que le point est réel. Le point est réel, la question se pose de c'est quoi accompagner un entrepreneur et c'est quoi les résultats attendus. En fait, dans les faits, l'État ivoirien, en tout cas, a entamé une démarche en ce sens-là. Où aujourd'hui, auprès du ministère des PME, on peut être enregistré comme un incubateur. Mais le point, encore une fois, ça revient encore à dire, c'est à définir. La définition n'est toujours pas claire. Comme il disait, par exemple, on va dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de start-up. Je suis d'accord avec lui, on n'a pas vraiment de start-up. Donc, on a besoin de revenir, de décider, OK, comment est-ce qu'on segmente exactement et qu'est-ce qu'on attend? Nous, par exemple, on a un programme Orange Corner commun en partenariat avec les Pays-Bas. Mon objectif, c'est que quand c'est des porteurs d'idées au début, quand ils rentrent là-dedans, les objectifs très clairs, c'est qu'en sortant de là, ils doivent avoir un produit qui est sur le marché, qui se vend et qui génère du chiffre d'affaires. Donc, j'ai une définition très claire pour chacun des programmes qu'on met en place sur quels sont les résultats que l'on doit fournir à la fin. Et donc, les critères qu'on suit, c'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre de nouveaux clients qu'ils vont mettre en place, c'est est-ce que le nombre qui se seront formalisés à la fin. Donc, à partir du moment où on arrive à faire une segmentation exactement à chaque niveau d'étape de chaque entrepreneur et c'est quoi les résultats qui sont attendus, en ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de confronter en fait l'offre et de dire à chacun, OK, sur quelle offre vous pensez être pertinent pour pouvoir apporter de la valeur, comment vous allez faire ça et maintenant vous pouvez le démontrer avec des résultats concrets et une méthodologie concrète. Forcer ces structures d'accompagnement, n'est-ce pas aussi un sujet de budget? Que le budget soit en cohérence avec leur mandat et qu'il soit pérenne. Parce qu'on voit également beaucoup d'à-coups. Les structures d'accompagnement qui ont de la ressource financière et avec une action, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'action. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, je pense que comme l'a dit Fadima, je pense que vous êtes à Abidjan, c'est ça? Oui, à Abidjan. Elle parle de gens qui sont connus, c'est Mastercard, c'est Orange Corner, c'est les mêmes qui sont au niveau de Dakar aussi, c'est l'AFD, c'est la Banque mondiale. Donc, et malheureusement, comme disait tout à l'heure, je pense que c'est Patrick, on voit beaucoup de ces structures d'accompagnement se positionner comme des capteurs de fonds. Ce qui les intéresse, c'est postuler en fonds de l'Union européenne, de l'AFD, de la Banque mondiale, de la BAD. 70% de ces ressources, j'en connais, sont utilisées en fonctionnement plutôt que du contenu. Et c'est ce qui est déplorable. Et nous sommes en train de travailler justement à standardiser, à labelliser, à permettre à ces structures d'accompagnement de mettre en place un programme type, comme il disait tout à l'heure Patrick, qui est start-up, qui est informel, qui est formel, qui est PME, qui est grande entreprise, etc. Donc, le niveau d'accompagnement, que ce soit financier et non financier, est différent selon la taille, le marché des entrepreneurs. Ça, c'est un. Deux, pour le faire, effectivement, il faut un budget. L'État met en place un budget pour accompagner ces structures. J'ai donné le cas de l'ADER où, aujourd'hui, 30% de notre budget, avec plus de 15 personnes, sont dédiés qu'à l'accompagnement. Tu les connais. La formation, le coaching, le renforcement des capacités, les questions liées à la comptabilité, les états financiers, les formations même à l'étranger. Nous avons eu à amener nos startups, il y en a qui sont dans la salle, à la Silicon Valley, à Paris, dans des programmes d'accélération à Draper University, à Cape Town, qui aujourd'hui ont pu faire des levées internationales. Je peux donner l'exemple de Yobante Express,
Je peux donner l'exemple de Baïsédo, Mamadou Sall, et d'autres en passent. Paps qui est là, dont l'un des investisseurs est ici dans la salle, a bénéficié d'accompagnement financier et non financier de l'ADER. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 millions d'euros, rien que pour les startups numériques en financement, sans compter l'accompagnement en plus des 100 millions d'euros globaux sur les autres secteurs hors du numérique. Et il est essentiel, comme tu disais tout à l'heure, et c'est l'objet de notre partenariat, nos échanges avec BPI France, de voir dans quelle mesure faire une passerelle entre ce qui se passe dans les programmes d'accompagnement internationaux, comme BPI le fait dans le cadre des programmes d'innovation, recherche-développement avec les universités, les centres de recherche, les centres de formation professionnelle, pour pouvoir adresser les besoins à la base. Et après, comme le disait tout à l'heure Patrick, au moment de l'investment readiness, les ressources sortiront. Il y a beaucoup de startups, de PME qui viennent te voir, j'ai besoin de 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, j'ai un bon projet, j'ai un bon business plan, mais tu vas au fond des choses, au bout de 2 heures, tu sais que c'est vide. Et donc tout cela, il faut les préparer. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le point du budget. Nous, en 2018, on a lancé un pilote sur l'accompagnement des PME. C'était un budget de 1,7 million de dollars, financé à 50% par ESP directement, dans le cadre d'un partenariat avec l'USAID. Il nous a fallu 3 ans pour trouver quelqu'un qui est prêt à nous accompagner dessus, et c'était juste l'USAID. 1,7 million de dollars juste pour 20 PME. C'est ce que je vous disais parce que on a dû mobiliser au moins une équipe de 12 personnes. Parce que quand je vous disais un expert, comme vous imaginez quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a dirigé et revendu une boîte qui va passer 2 jours dans chaque entreprise, ça coûte. On a mobilisé un cabinet d'expertise comptable, un des meilleurs de Côte d'Ivoire. On a mobilisé le cabinet Kaizen, qui est une firme mondiale spécialisée en excellence opérationnelle pendant 3 ans sur ce projet. Donc ça coûte. Ça coûte. Et il y a la question évidemment de qui est prêt à le financer. ESP, on a voulu prendre ce risque parce qu'on a dit les PME, c'est incontournable, il faut le faire. Donc clairement, l'État a un rôle à jouer et on le voit au Sénégal où l'État a pris vraiment les choses à main. L'État a un rôle à jouer, mais il y a aussi... Il faut que les bailleurs de fonds, les donneurs, toutes les personnes qui interviennent acceptent que la quantité ne rime pas forcément avec la qualité. Il vaut mieux faire 20 super PME dont chacune va créer 50-100 emplois que de faire une salle de formation avec 500 jeunes. Alors, côté Société Générale, en fait, dans la continuité de ce qui a été dit, on a lancé en fait une initiative pour des financements de chaînes de valeur qu'on appelle Produit Programme. Et en fait, c'est l'objectif, c'est un circuit court en fait d'octroi de crédit pour des PME dans le cadre d'un marché local. Donc il va y avoir un gros marché octroyé à une grande entreprise et autour de ce grand marché, il va y avoir beaucoup de PME qui vont intervenir. Et Société Générale a mis en place cette initiative qui va permettre en fait d'étudier la surface financière de la PME, mais plus en termes de flux de trésorerie plutôt que bilanciel sur effectivement plus long terme. Et c'est un produit programme qui marche très bien, que nous allons étendre à d'autres pays parce qu'en Côte d'Ivoire, on a pu constater en fait un beau succès et une croissance du financement des PME qui en fait sont embarqués dans le même projet. Donc c'est une belle initiative pour financer justement les PME. Merci Blandine de toucher un point clé du financement. Donc justement, la solution pour structurer les offres, c'est pas associer l'accompagnement et l'offre de financement. Puisque beaucoup sont, parfois on est accompagné, mais c'est totalement déconnecté du financement. Donc je vais répéter et appuyer quelque chose que j'ai dit au début. C'est-à-dire que le fait qu'on mette des personnes non sachantes dans un environnement, elles doivent être sachantes, augmente l'effort de formation. Et donc on a une particularité, c'est que nous en Afrique, on a une population très jeune. C'est-à-dire qu'on meurt tôt, donc on se dépêche de faire tout. Hein. Donc on a une population d'entrepreneurs très jeunes. En Europe, je prends l'exemple de mes associés, j'ai pris le risque d'entreprendre en France. Quand on regarde les personnes avec qui on a commencé à entreprendre, en fait, qui ont marché, hein, je parle des vraies personnes qui marchent, vous regardez la moyenne d'âge, on est plutôt des quarantenaires en fait. C'est-à-dire que c'est pas le Mark Zuckerberg, c'est une étoile filante, ça arrive une fois de temps en temps. C'est pas une référence en fait. Le jeune entrepreneur qui devient milliardaire, machin, ça arrive de temps en temps. Voilà. C'est comme ramasser un bien de 50 €. C'est rare, mais ça arrive. Voilà.
Donc, les vrais entrepreneurs sont des sachants. Et si c'est des sachants, c'est parce qu'ils ont suivi un cursus professionnel, académique, qui en font des sachants. Et donc, ce que je pense, mon avis, parce que c'est un sujet auquel je ne réfléchis pas forcément toujours, c'est que je pense que la formation dont on a besoin en vrai, elle devrait être académique. C'est-à-dire 80% de ce qu'on apprend dans les programmes, c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école. Je prends un exemple bête. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier du programme Junior Achievement. Je l'ai fait en première. C'est que j'étais en première et on a fait Junior Achievement, c'est une petite initiative, bon, je ne sais pas si les gens connaissent, où on vous apprend à entreprendre de façon ludique. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mon premier bilan, j'étais en première, je veux dire, j'avais 16 ans. J'ai compris ce que c'est que la marge brute, ce que c'est que les charges d'exploitation, parce qu'en fait, on pense souvent c'est quelque chose de complexe, mais en vrai, lire un bilan, c'est simple, hein, c'est niveau première. Donc, j'ai fait ça en première. C'est quelque chose qui a énormément influencé ma vie d'entrepreneur. Je pense que l'effort d'accompagnement des entreprises devrait déjà être enseigné à l'école. Et nous, aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui est sociétal. On est en Afrique francophone, on a bénéficié d'un travers aussi de la société française, dû à la colonisation. C'est que le capitalisme et la réussite financière est quelque chose quand même, ça met un peu désagréable. On n'a pas le droit de dire son salaire parce que ça va être gêné, etc. Donc voilà, je vais redire quelque chose qui va choquer. C'est dans la société judéo-chrétienne, on dit, dans la Bible, il sera plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc, on nous a déjà conditionnés souvent à juste rester des petits fonctionnaires, gagner de l'argent c'est grave, l'argent c'est sale, etc. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qu'on doit avoir déjà à l'académie. C'est-à-dire qu'on doit enseigner aux gens que prendre le risque, c'est pas grave, échouer, c'est pas grave. Enfin, prendre un risque calculé, parce que voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je pense que l'effort pédagogique devrait être porté par on va dire le modèle même, enfin la référence de l'enseignement, c'est l'enseignement. On devrait commencer à l'école à préparer les gens à éventuellement demain être des entrepreneurs. Et c'est des petites choses. Comprendre ce que c'est que la comptabilité, comprendre ce que c'est que la valorisation de ce qu'on fait. En cours élémentaire, on nous expliquait déjà bénéfice égale prix de vente moins prix de revient. Donc c'est des choses basiques qu'on est capable de nous intégrer qui permettraient d'avoir moins d'efforts d'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on fait beaucoup de mimétisme. C'est pour ça que moi je le dis, je répète, j'espère que peut-être que je me trompe, mais je dis souvent qu'on n'aura pas de start-up au sens occidental du terme avant 10 ans. Et dans ces 10 ans-là, ça conditionne le fait que des gens comme moi deviennent milliardaires en dollars. Donc des entrepreneurs qui ont du truc deviennent des business angels qui vont pouvoir amorcer la pompe. C'est comme ça que ça marche. Nous, aujourd'hui, on a un PIB qui est 60 fois inférieur à celui de la France, et j'ai des gens qui viennent me voir en disant « je veux être la prochaine licorne du monde ». Une licorne, c'est 1 milliard de valorisation. Je crois que la plus grosse boîte de Côte d'Ivoire, locale, c'est Sifka, je crois qu'ils sont à 450 millions d'euros. Donc il y a des aberrations qu'on est en train d'essayer de mimer. Et c'est pour ça que même les structures d'accompagnement et les objectifs qu'on essaie de donner à nos startups sont en déphasage avec notre économie. En Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, on est dans l'économie réelle. Voilà le bien, donne-moi mon argent. On ne sait pas spéculer. On ne sait pas spéculer. Et faire de l'hypercroissance, pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prématuré. Faudrait qu'on soit capable, nous, d'exporter des entreprises africaines en dehors même de l'Afrique pour que le sens de la valorisation qu'on cherche en investissant dans les 100 PME, 100 startups, fasse sens. Et donc, je vais réappuyer ce qu'elle a dit. Vaut mieux avoir un bon cheval que 10 chevaux boiteux. Vous avez parfaitement raison. Et le sujet de l'éducation, je pense que Nora pourra insister là-dessus. On voit la difficulté de l'accès à l'éducation dans beaucoup de pays, ou alors des formations littéraires. On a 4% de diplômés d'ingénieurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, je crois. Et l'entrepreneuriat n'est pas valorisé. Un fonctionnaire est valorisé, mais pas l'entrepreneuriat. Donc, comment faire bouger les lignes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai. L'entrepreneuriat est valorisé. On a des champions au niveau sénégalais, ivoirien ou autre. Vous avez parlé de Sifka, Jean-Louis Billon et d'autres, j'en connais. On a des entrepreneurs sénégalais dans la salle, et sénégalaises. Et aujourd'hui, ce sont des rôles modèles. Ce sont des gens qui montrent la voie, qui ont des ressources, qui investissent, qui emploient. Moi, je donnerais plus de crédit à un entrepreneur
autonome, qui a eu la possibilité de réussir et de faire réussir des gens autour de lui, de créer de l'emploi, plutôt qu'un fonctionnaire qui a son salaire à la fin du mois qui va à la solde. Ça, ce n'est pas mon modèle. C'est pour cela que nous avons mis en place, avec le président de la République du Sénégal, cette structure, la délégation, qui accompagne chaque année pour 30 milliards minimum budget de l'État et d'autres ressources venant des partenaires. Et nous avons pu lever plus de 200 millions de dollars au cours de ces 2 dernières années pour justement inciter davantage les initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, nous avons plus de 500 000 demandes pour plus de 300 milliards de francs CFA, pour vous dire que les jeunes Africains, Sénégalais, et l'UEMOA, parce que tous les pays que j'ai visités, que ce soit la Côte d'Ivoire, je disais tout à l'heure, nous avons aidé à lancer Côte d'Ivoire 20, et la Guinée, Conakry, le Togo, le Burkina, jusqu'au Congo démocratique, le Cameroun, toutes ces structures, tous ces pays, tous ces gouvernements sont en train de travailler pour favoriser davantage l'entrepreneuriat en mettant en place un écosystème favorable au développement du secteur privé, à l'investissement privé, à l'initiative privée, pour créer davantage d'entrepreneurs. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. L'État ne crée pas d'emploi. L'État ne crée pas d'emploi et ce n'est pas à l'État de créer de l'emploi. C'est au secteur privé de créer de l'emploi. L'État met en place les conditions sine qua non de réussite de l'entreprise qui garantissent ces investissements, les sécuriser et leur permettre de faire des investissements appropriés. Et après, il y aura l'effet spillover effect sur l'économie. C'est ce dont on attend de l'État. Bien entendu, le rôle régalien de l'État, la sécurité, les forces de police, etc., gendarmerie, militaire, armée, tout ça, l'éducation, qui est le rôle souverain de l'État, seront faits. Peut-être pour réagir, je suis tout à fait alignée avec Monsieur le ministre, l'entrepreneuriat est valorisé. Ce qui n'est pas valorisé, ce sont les compétences nécessaires. Comme il disait, l'entrepreneuriat, derrière, c'est beaucoup de travail pas sexy. Faire des processus. Personne n'aime faire des processus, des procédures. Passer la journée à faire des écritures de comptes, personne n'aime le faire. Mais à la fin, c'est ça qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, il y a Teddy Roux, mon collaborateur, qui en ce moment travaille sur la Guinée. Pas plus tard que la semaine passée, un des entrepreneurs qu'on accompagne disait que son comptable ne savait pas faire des sommes dans Excel. Donc, on se retrouve assis à devoir faire des petits tableaux simples de simulation pour eux et à leur apprendre comment remplir. Aujourd'hui, en Guinée, on travaille avec des entreprises qui ont un minimum, certains d'entre eux qui font déjà du 200 000 € de chiffre d'affaires. Et on est obligé de revenir avec eux sur des questions de segmentation et de cible et de leur apprendre comment on fait de la segmentation de la cible, comment on fait son pricing. Donc, il y a tout un ensemble de compétences derrière. Comment est-ce qu'on recrute ? On accompagne nos entreprises, on fait des fiches de poste pour eux, on refait des organigrammes, on fait des lancements de recrutement et on est assis avec eux à faire les recrutements. Donc tout ça, c'est du travail qui n'est pas sexy, c'est des compétences qui ne sont pas sexy, c'est du travail ingrat, mais on ne valorise pas, on valorise le côté glamour de l'entrepreneuriat et on ne valorise pas en fait le travail derrière. Le travail, c'est que il faut avoir des compétences RH, il faut comprendre de la comptabilité, de la finance, il faut savoir comment recruter, comment former une équipe, il faut savoir comment on gère des opérations et comment est-ce qu'on s'assure qu'on est excellent. Nous, on travaille avec Kaizen, on a ce qu'on appelle le OTIFF, On Time, In Full, Error Free. Donc c'est un indicateur pour dire quel est le pourcentage d'opérations que vous pouvez livrer sans erreur en temps et complet. Toutes les entreprises auxquelles on arrive, aucune ne sait ce que c'est, aucune ne sait comment le mesurer. On est obligé de passer 6 mois à mettre en place des tableaux juste pour noter, pour pouvoir mesurer ça. Ok, merci beaucoup. Une dernière question peut-être avant de passer la parole au public. Donc ma dernière question s'adresse à Madame Gamblin qui est avec nous. Finalement, on comprend qu'il y a différents types de structures d'accompagnement, beaucoup d'initiatives et de programmes. Est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux, éventuellement, de créer des ponts et des collaborations entre ces structures ? Oui, mais en effet, mais il y existe déjà des ponts. On ne travaille pas tout seul. On travaille avec les multilatéraux, avec bien sûr BPI, Proparco. Notre objectif, c'est en fait d'accompagner, et c'est le cadre aujourd'hui, les exportateurs en fait français pour que localement ils trouvent en fait un terrain propice auprès des PME qui souhaitent importer. Et notre objectif est d'être en mesure de financer en fait ces importations, donc localement en partenariat en fait avec beaucoup de structures avec lesquelles on partage du risque et qui nous refinancent. On arrive à effectivement créer des ponts et faire croître
en fait le corridor Afrique vers le reste du monde dans les deux sens. Merci Blandine. Une Merci dernière question. beaucoup. Comment évaluez-vous les impacts de la Maison des entrepreneurs développée par la Société Générale? Oui, les impacts sont là effectivement parce qu'il y a une forte demande. Donc il y a énormément de communication sur les réseaux sociaux pour justement amener en fait les PME, les TPE et surtout les non-clients à venir bénéficier des formations, du coaching, du networking, puisqu'il y a des PME qui arrivent. Et comment mesurez-vous le résultat de vos activités? Nous avons en fait un suivi avec des KPI, Key Product Indicators. Donc nous mesurons bien sûr la croissance des PME qui viennent et l'objectif est de pouvoir mesurer l'accompagnement de bout en bout et à la fin de pouvoir octroyer en fait un financement. Merci beaucoup. S'il y a des questions dans le public, c'est maintenant. Merci beaucoup. Et merci pour vos interventions. Donc, moi, je suis Mathieu Bouda, je suis associé d'une société de conseil qui s'appelle Companium, qui accompagne des PME et des ETI en France et en Afrique. Donc, je relie pas mal aux propos de Fadima, du coup. Avant ma question, j'ai d'abord une petite remarque. J'ai entendu, enfin, en tout cas, aucun d'entre vous parler d'outils. Je pense que l'outil, en fait, c'est aussi la clé. C'est ce qui permet de se déployer et d'accompagner de manière massive des entrepreneurs dans une zone. Vous avez parlé des moyens qui sont déployés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients africains qui nous mobilisent beaucoup de temps. Donc, ils posent un sujet de rentabilité d'ailleurs sur notre modèle aujourd'hui. Mais c'est les outils qui permettent aussi de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus massive et d'accompagner. Il y a aussi la formation locale. C'est comment on va former des gens qui, eux, vont ensuite se déployer sur des structures qui sont peut-être petites par rapport à nos cibles habituelles. Donc, je pense qu'on a un vrai... et là, les pouvoirs publics jouent un vrai rôle là-dedans. On a un vrai enjeu aujourd'hui de formation locale pour pouvoir former et accompagner des entrepreneurs de manière massive. C'est ce qui fera que des entreprises comme les nôtres, qui vont apporter de la valeur, aussi vont entre guillemets gaspiller moins de temps. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc c'est pas que du... Enfin, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste là-dessus. Et ensuite, sur ma question, elle ira à Madame Gamblin, sur la Société Générale. Aujourd'hui, dans les critères, en tout cas dans la manière dont vous évaluez les dossiers, qu'est-ce que vous attendez en fait en termes de structuration? Est-ce qu'on parle d'un simple business plan et d'une vision à minima structurée? Et moi, j'ai une question très très précise. Vous prêtez à combien aujourd'hui? Non, bien sûr, ça dépend des pays, naturellement, et du coût de refinancement. Donc ça, c'est effectivement, les taux varient. En fait, les critères, en effet, pour les dossiers sont multiples, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons créé la maison de la PME pour permettre aux TPE-PME de présenter des dossiers solvables. Il faut voir qu'en effet, la PME, lorsqu'elle souhaite un financement, il y a des bilans qui doivent être présentés. Donc, comme disait Fadima, avant d'arriver à l'étape de bilan certifié, il y a en effet des étapes préalables, d'où ces maisons qui sont là pour justement vous aider avec networking, coaching, formation, pour ensuite vous permettre de bénéficier d'un financement. Mais c'est un long processus et tout a été dit, je pense, avec cette table ronde. Merci beaucoup Blandine, merci beaucoup Papa Moussard, Fadima, Patrick Ouassi. Le débat peut se prolonger en dehors de la pièce. Merci.